Merci à la Fondation Napoléon et à la Banque de France de me permettre là de m'exprimer sur un sujet que j'étudie depuis longtemps maintenant. J'ai un peu de l'affection pour ce sujet puisque c'était mon sujet de thèse. Donc il me revient de traiter de la fabrication des billets à ses débuts. Et alors, j'ai moi-même lu trop vite l'intitulé du sujet. Si on lit trop vite, on pourrait tout de suite évoquer les premières expériences de billets ou ce qui s'en rapprochait, comme pendant l'Antiquité avec ses premières tentatives en peau de cerf, par exemple, émises vers les années moins 220. On peut évoquer l'expérience de papier-monnaie sous l'empereur Wuzong dans les années 840. Et puis il y a le cas qui rappelle davantage nos billets avec l'exemple de ces jiaozi tout à gauche, qui sont une expérience de papier-monnaie faite à partir d'une matrice en bois ou en bronze et imprimée sur du papier coloré. On pourrait aussi évoquer ce billet là, au milieu, émis par la Banque de Stockholm en 1661. Ce sont donc les toutes premières expériences de papier-monnaie. On peut évoquer les billets de la Banque de l'eau, l'histoire des assignats, les billets de la caisse d'escompte, et donc toutes ces expériences qui ne se sont pas forcément toujours bien terminées. Donc en fait, le billet s'implante en Europe plutôt au XVIIIe siècle, et les tout premiers codes du billet apparaissent à ce moment-là. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pour parler de cette masse de granit, la Banque de France, je dois en fait traiter de la fabrication avec un F majuscule, c'est-à-dire le service de la fabrication des billets de la Banque de France. Et donc on doit poser la question, donc, quand la Banque de France a commencé à fabriquer ses billets, comment les a-t-elle fait? Comment elle s'y est pris dans le temps? Donc là, j'ai emprunté un détour qui peut paraître un petit peu long, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je cite ces expériences du passé, puisque la fabrication des billets s'inscrit dans cette longue histoire. Le service a pris en compte les tentatives françaises précédentes pour emprunter sa propre voie de fabrication des billets. Et je voudrais dire que ce n'est pas si évident de fabriquer de la monnaie fiduciaire. Il faut pouvoir insuffler, instiller de la confiance dans cette monnaie faite de papier. Alors pour mon premier point, j'ai voulu montrer que les tout débuts des principes de la fabrication du billet étaient hérités du passé. Et donc la Banque de France n'avait pas fait table rase des expériences passées. En janvier 1800, quand la Banque de France est fondée, en son sein, il existe un petit atelier d'imprimerie fait d'imprimeurs. Il y a un mécanicien, un compositeur, un surveillant, un chef d'atelier, un papetier régleur, un directeur, et ça fait un premier personnel d'une petite dizaine de personnes qui forment donc ce premier effectif du service. C'est un personnel relativement jeune, mais expérimenté. Ils sont originaires de Paris, ce sont des ouvriers parisiens. Ce sont des hommes qui sont en réalité des imprimeurs de billets depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis 1796 au moins. Ils ont été embauchés par la Caisse des comptes courants, cette banque d'émission sur laquelle reposent les fondations de la Banque de France. Et la Caisse des comptes courants repose elle-même sur les restes de la Caisse d'escompte. Donc c'est un service qui ne part pas de rien. Et là, donc, j'ai choisi des exemples de billets de la Caisse d'escompte, de la Caisse des comptes courants qui nous intéresse plus ici, puisqu'en réalité, ce sera le même type, le premier type des billets de la Banque de France. Il y a juste Banque de France qui remplace Caisse d'escompte en 1800. Si on s'intéresse aux individus, on s'aperçoit aussi que ce sont des personnes réputées dans leur domaine. Et je peux citer la dynastie Plon, des Plon qui étaient imprimeurs de la Banque de France. Ils étaient aussi imprimeurs chez Didot auparavant, des imprimeurs reconnus. On trouve le mécanicien Merclin, qui est une sorte d'ingénieur avant l'heure. Et Merclin est issu d'une famille qui travaillait déjà pour Louis XVI. C'est une famille de grands artisans. Ce sont des gens qui ont bénéficié des études lancées au Louvre au sein d'une commission qui avait mobilisé les grands spécialistes de la papeterie, de l'imprimerie, de la gravure, les plus grands spécialistes du pays, pour contrer les nombreux faussaires d'assignats. L'Académie des sciences, qui a été consultée, elle s'est souvent prononcée sur la sécurité des papiers de sûreté,
c'est comme ça qu'on les appelait, et à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et ils avaient établi des principes de fabrication qui permettaient de garantir la sécurité des billets de banque. Il s'agissait de choisir d'imprimer avec la technique de la typographie, de la façon la plus nette possible sur un papier le plus fin et solide possible. Et pourquoi? Puisque c'est une difficulté pour le faussaire d'imprimer sur un papier très très fin, puisqu'avec la pression de la presse, le papier, en principe, s'il n'est pas assez solide, il se déchire. Et aussi, les premiers conseillers de l'atelier de la Caisse des comptes courants, qui deviendra le premier atelier de la Banque de France, parmi les premiers conseillers, on retrouve des individus qui faisaient partie de la direction des imprimeries des assignats. Et selon ces personnes, ces premières personnes, ils ont tiré les leçons de leurs expériences. Il ne s'agissait pas de rendre infalsifiable le billet, puisqu'un faussaire dispose de temps, et avec beaucoup de motivation, il peut arriver à reproduire un billet non pas identique, mais suffisamment proche pour qu'il puisse s'insérer dans la circulation, pour qu'il puisse duper un individu. Et en fait, il suffit qu'une seule personne l'accepte pour qu'il réussisse son coup. Et donc là, à ce moment-là, il s'agissait de faire en sorte que les faux billets soient détectables facilement. Le but est de maîtriser ce qui circule. On doit être capable de distinguer un vrai d'un faux, ce qui était évidemment pas souvent le cas avec les assignats. Il faut bien sûr rehausser le niveau de sécurité au maximum technique, mais voilà, leur leçon, c'est qu'il se trouvera toujours quelqu'un pour faire une tentative de faux. Au tout début, la fabrication des billets, ce service sert à produire des billets, mais aussi des livres de compte, des registres nécessaires à l'activité de la Banque de France. Donc on avait un service imprimerie sans distinction entre travaux qu'on appelle de ville, les travaux de ville, et l'imprimerie fiduciaire pour les billets. Et donc ça ne sera plus le cas à mesure du développement du billet, à mesure de la démocratisation. Donc là, c'est l'occasion de rappeler, avec un tableau rapide, là, les différentes coupures émises et leur date d'émission. Vous voyez, la plus petite valeur faciale s'abaisse petit à petit. Pour l'instant, je n'ai parlé que d'impression, mais il ne faut pas oublier les travaux de papeterie. Et de 1800 à 1875, la Banque de France fait appel à un papetier privé pour la confection de son papier à billets. Alors là aussi, il faut parler de l'héritage du passé, puisque le papier, au tout début, venait d'abord de la papeterie de Buges. Et la papeterie de Buges faisait déjà du papier à assignat. Puis ensuite, c'est la papeterie du Marais, en Seine-et-Marne, qui prend le relais. Et donc là, on voit un cliché des locaux historiques. C'était donc un travail sous-traité, mais très surveillé. Des commissaires de la banque étaient chargés sur place de remettre les outils spécifiques à la fabrication du papier, au papier Banque de France. Ces outils étaient remis aux ouvriers, ce qui leur permettait de fabriquer le papier. Puis à la fin de la journée de travail, ces outils étaient replacés dans des armoires sous clé par les commissaires de la banque qui étaient à demeure au moment des travaux. C'était d'abord un travail saisonnier, puis le travail est devenu plus régulier, quotidien, tout au long de l'année. Et donc ce qui montrait que le billet se développait petit à petit. Au tout début, les ouvriers de l'imprimerie s'occupaient de toutes les étapes de fabrication des billets. Ils s'occupent même, je l'ai dit là, de la confection, de la mise au point des outils qui permettent de faire le papier. Ils fabriquent les toiles métalliques pour confectionner les filigranes. Donc là, je vous ai mis un filigrane ombré. On peut deviner un filigrane mat. On devine le mot franc là, un filigrane clair avec France, de France dessous. Et on a des exemples exposés à la sortie de l'amphithéâtre de toiles filigranées. Donc ils s'occupent de fabriquer cela. C'est eux-mêmes qui donnent les coups de presse. Ils apposent les signes de sécurité. Là, on voit un timbre. Il y a le timbre sec, mais on voit un timbre humide ici avec les dispositions légales qui sont imprimées en haut à droite. Et puis, ce sont les hommes de la direction qui signent manuellement chacun des billets, puisque la signature donnait de l'authenticité au billet et une sécurité, puisqu'on pensait que la main du signataire était donc unique et identifiable. Chaque main est unique. Sur cette question de la signature, à la fin des années 1850, il y aura tant de billets à imprimer
que ça devenait humainement impossible de le faire. Donc on a eu l'idée de faire signer ces billets par des ouvriers. On reproduirait la signature du contrôleur général, du secrétaire général. Mais alors, il y avait des débats et on se disait, mais est-ce que c'est pas produire un faux soi-même que de faire signer les billets par des ouvriers et non par les personnes concernées? Alors, on a l'idée de graver la signature pour la reproduire à l'infini, la signature des hauts responsables. Mais là aussi, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas faire défaut d'imprimer avec une matrice comme le reste du billet? Et donc, on conclut finalement qu'on ne pouvait pas vraiment faire autrement, tant les billets se développaient et ça créait une proportion trop importante pour le faire manuellement. Donc, l'industrialisation était la seule réponse possible devant l'accroissement de la circulation fiduciaire. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, de l'atelier à l'usine, comment on passe de l'atelier à l'usine en un demi-siècle. Et bon, j'ai déjà un peu répondu finalement, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la quantité des billets à fabriquer, et surtout la nécessité d'une standardisation rigoureuse du produit, puisque pour que le billet soit authentifiable, il doit être rigoureusement identique, eh bien, l'industrialisation apparaît comme la meilleure garantie pour le billet. Et là, on conjugue qualité et quantité, et on essaie de supprimer l'erreur humaine, puisqu'en ce début de 19e siècle, on avait de nombreux cassés ou fautés, c'est-à-dire des billets ou du papier à billets, qui présentaient un défaut. Avec l'industrialisation, on va multiplier le nombre de presses. On était à 2 presses, 5 presses au cours de la première moitié du 19e siècle, et puis on va passer à une vingtaine à la fin des années 1850. Et au début des années 1860, on va rebaisser le nombre de presses, puisque les machines, d'ailleurs la plupart du temps françaises, étaient plus performantes. Donc on remplace les presses à bras par des presses mécaniques, on emploie la vapeur, et les étapes de fabrication sont de plus en plus divisées, avec la volonté d'exceller à chaque étape. Bon, c'était déjà le cas avant, cette volonté d'exceller à chaque étape. Mais alors là, on aura un autre état d'esprit impulsé par des directeurs ingénieurs. Ce sont des centraliens de l'école centrale. Et avec eux, ce n'est plus le même ouvrier qui est chargé de plusieurs tâches. Le métier d'imprimeur est divisé entre celui de margeur, de compositeur, de conducteur de presse, de receveur. Et donc la stratégie du billet est de plus en plus élaborée, avec une rigueur à chaque étape. Les effectifs augmentent, on est passé de 10-15 ouvriers à une trentaine au cours de cet intervalle 1800-1860. Là, je m'éloigne un peu des débuts, mais je dois dire aussi que le billet de banque, c'est un produit, un moyen de paiement dont la population générale n'avait pas forcément une totale confiance à ce moment-là, puisque c'est une forte somme, 500 francs, 1000 francs, je vous ai montré tout à l'heure les premières coupures, ça représente un an de salaire d'un ouvrier au XIXe siècle. C'était plutôt l'élite des marchands, des banquiers, des négociants qui l'employaient au quotidien. Les grosses transactions. Donc voilà, il y avait une forme d'éducation au billet qui se passait dans la presse. Il y avait des articles qui paraissaient pour expliquer les différents signes de sécurité. Alors l'apparition des machines à vapeur, c'est un grand changement à la Banque de France. Je vous l'ai dit, on a donc des directeurs au profil d'ingénieurs, et au tout début, on avait plutôt des directeurs de l'imprimerie qui avaient le profil d'administrateurs, et dont certains n'étaient pas forcément au fait des dernières avancées scientifiques. Parfois, ce sont même des proches de la direction de la Banque de France. Je pense à Philippe Gébauer, qui était un parent du baron Garat, dont on voyait la signature tout à l'heure, le premier directeur de la Banque de France. Et donc, c'est en grande partie pour cette raison que la Banque de France faisait appel à des scientifiques de renom à l'extérieur, des experts externes, comme le chimiste là, Jean-Baptiste Dumas, le physicien Pouillet et Marcelin Berthelot. Donc ça, ce sont les experts consultés tout au long du XIXe siècle. Elle entretenait aussi donc des scientifiques, mais aussi des opérateurs dans d'autres domaines, par exemple la lithographie, puisque c'était une compétence qui n'était pas interne au départ. Il y avait d'ailleurs, il était place des Victoires à l'époque, Delarue, Brégeot aussi. Tous ces hommes-là étaient des pionniers de la lithographie, Gobert pour la photographie. Et j'aime bien citer aussi Dujardin, un héliograveur très réputé à la fin du XIXe siècle, qui était entré à la Banque de France pour aider ponctuellement.
Et donc ce sont les centraliens qui vont supplanter ces personnes. Donc je pense à Frédéric Hermel et Dupont que j'ai montré tout à l'heure. Et ces gens centraliens, avec ce profil-là, ils ont la volonté d'améliorer sans cesse le circuit de production. Ils font de nombreux essais, ils ont cet état d'esprit. Donc Hermel et Dupont, eh bien, ces deux hommes ont repris des esquisses, voilà la presse lithographique de Larue et Bréjot, c'était pour illustrer ça, puisqu'on pouvait décalquer un billet sur la pierre calcaire ici, et si vous arriviez à décalquer le billet de banque sur la pierre calcaire, ben, vous pouviez imprimer de faux billets en série. Donc voilà le prototype du premier ingénieur centralien embauché à la Banque de France. Et donc sur plusieurs décennies, on aura Hermel et Dupont qui vont mettre au point la machine qui porte le nom de Dupont, que l'on voit ici à droite. Donc il y a cette volonté d'innover sur plusieurs années, un effort constant. Et cette machine leur offre une perspective qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire internaliser la fabrication du papier en louant puis en achetant une usine, une papeterie, la papeterie de Biercy, qui sera active de 1875 aux années 30, 34-35. Et c'est à mon sens ce qui explique que la Banque de France ait encore aujourd'hui une papeterie en interne. Ils vont internaliser cette production et ça va présenter de nombreux avantages. On pouvait maîtriser le prix de revient, assurer l'homogénéité du papier, s'assurer de la position du filigrane. On s'assure que le papier est donc bel et bien fabriqué dans les meilleures conditions, puisque ça arrivait très souvent que chez le papetier privé, le papier habillé présentait des défauts et ne respectait pas le cahier des charges. Voilà, on ne peut pas se permettre pour un tel produit d'être dans l'approximation. Le dessin et la gravure étaient aussi externalisés. On a employé les compétences de Charles Percier. Je suis obligé de le citer devant la Fondation Napoléon. Il était chargé de dessiner les premiers billets Banque de France en 1803. Et on a employé les compétences de graveur de la Monnaie de Paris, comme Charles Normand ou Jacques Jambard, Andrieux aussi. Donc des artistes académiques qui ont imposé leur style au billet. Et pendant très longtemps, on a considéré que là aussi, la main de l'artiste, c'était signé, ça apportait une sécurité. La main est reconnaissable entre toutes. Et pour le dessin, on a fait appel à des artistes dans l'ensemble plutôt externes à la Banque de France. Lucien Jonas, Fontana Rosa, Roger Pfoun, récemment, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Pierrette Lambert. Et la gravure, elle, va finir par être internalisée. Et je peux citer Patrick Labattu, qui était à la retraite depuis pas très très longtemps, meilleur ouvrier de France, ou Bruno Jam, plus récemment. Donc voilà, la préoccupation principale du directeur de la fabrication des billets au 19e et 20e siècle, c'est de faire en sorte que les billets soient acceptés sans réticence et les engagements du jour doivent être honorés en tout temps. Donc il y a une veille pour que le billet soit mis en permanence à l'abri de la contrefaçon. Puisqu'il y a un élément aussi à citer dans ces débuts, il y a une grosse responsabilité sur la fabrication des billets, puisque le billet de banque est remboursable en espèces métalliques. Donc il faut que le billet soit vraiment à l'abri de la contrefaçon pour éviter une panique, puisqu'autrement l'encaisse de la Banque de France, l'or sur lequel nous sommes, est en danger d'un rush en cas de faux billets. Donc il faut veiller à ce que cette confiance soit là en permanence. Et donc pour ça, voilà, il faut rehausser le niveau de sécurité en permanence. Je vous ai mis là un billet imprimé en noir, le billet dessiné par Percier. Et puis avec l'apparition de la photographie, il faut passer au bleu. On n'imprime plus en noir, mais en bleu, puisque les appareils photographiques de l'époque ne reproduisent pas le bleu. Donc si vous tentiez, vous obteniez une image blanche. Et puis effectivement, les appareils photographiques font des progrès. Alors on ajoute un fond de sécurité rose, où on essaie d'entrelacer les motifs pour que l'appareil photo ne reproduise pas parfaitement le fond. La subtilité là, c'est dans le parfaitement. Je vous le donne en mille, l'appareil photo fait des progrès, et donc on passe au billet en 4 couleurs.
au début du XXe siècle, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec les efforts sur plusieurs décennies. On met au point une presse taille douce. Et la presse taille douce, alors j'ai fait un schéma très grossier. Ce cercle bleu représente la goutte d'encre. La taille douce, ça donne un relief. Quand vous touchez le billet de banque, vous aviez un relief à cause de cette encre qui est visqueuse, solide. Et la typographie, c'est un procédé différent où la goutte d'encre entre dans le papier avec la pression. Et là, j'ai zoomé sur une impression taille douce. Et on voit que c'est une surimpression pour protéger le billet de banque. Pour ma conclusion, je me suis dit que j'allais montrer des photos des imprimeurs de la Banque de France au XIXe siècle. Voilà. Donc pour conclure et pour faire la transition avec mon binôme, pour essayer de faire la jonction avec de nos jours, il faut absolument que je parle de la Première Guerre mondiale, puisque c'est un moment particulier. C'est le moment où la démocratisation complète du billet se fait. Et là, la Banque de France se trouve dans l'obligation de changer d'échelle. Il faut fonder des usines à la hauteur des besoins. Le billet s'impose vraiment. C'est le principal moyen de paiement dans l'entre-deux-guerres. Il représente 60% de la masse monétaire. Donc la proportion de billets devient absolument colossale. La Banque de France construit l'imprimerie de Chamalières et la papeterie de Vic-le-Comte, près de Clermont-Ferrand. Et on a une partie des ouvriers parisiens qui s'installent en Auvergne pour lancer ces usines. Et on embauche désormais des imprimeurs et des papetiers auvergnats. Et au milieu du XXe siècle, on va même atteindre jusqu'à 2000 employés. Donc voilà, est-ce que j'ai bien transmis le flambeau? Merci beaucoup Mathieu et bonjour à tous. Donc, je suis Éric Lacourège, directeur général en charge des moyens de paiement et donc en particulier la fabrication des billets. Donc j'ai l'honneur d'assurer la succession de tous les collègues qui ont œuvré à la fabrication et la diffusion des billets de banque dans les 2 derniers siècles. Alors, pour faire le lien avec ce que Mathieu expliquait à l'instant, effectivement, dans les années 30, on a décidé de changer d'échelle en construisant de grandes usines et puis de les éloigner de la région parisienne, pour le motif aussi de se mettre à l'abri de nos amis allemands, enfin à l'époque moins amis, mais en tout cas de nos amis actuels allemands. Et donc l'idée c'était effectivement de trouver une région qui soit suffisamment à l'abri de l'avancée possible des Allemands. Et le facteur directeur qui a entraîné le choix de l'Auvergne, c'était de trouver une rivière dont l'eau et les qualités les plus fortes pour pouvoir faire du très bon papier billet, sachant que le papier des billets de banque, c'est un papier spécial puisqu'il est fait à base de coton, 100% coton. Et l'autre facteur qui a, et c'est d'ailleurs mentionné dans les registres du Conseil général, donc du Conseil d'administration de la Banque de France, l'autre facteur qui a présidé à la décision de s'installer en Auvergne, c'est que l'ingénieur général qui avait fait une visite de plusieurs régions de France pour trouver le meilleur endroit a noté à l'époque que les Auvergnats étaient des gens sobres, travailleurs et qui buvaient peu. Et donc ça a été aussi un critère qui a permis de choisir cet endroit. Alors voilà, je vous ai mis là les photographies en haut des sites actuels. Alors en haut à gauche, la papeterie, qui a fait l'objet d'une très grande modernisation. C'est le grand bâtiment rectangulaire gris qui est sur la gauche. Donc très grande modernisation dans les années 2015-2017, donc c'est récent. Et cette papeterie, à cette occasion-là, on l'a aussi filialisée pour en faire une unité autonome, mais qui est bien sûr sous contrôle de la Banque de France et qui reste bien sûr dans l'actif de la Banque de France. La papeterie, l'imprimerie de Chamalières, donc qui est Vic-le-Comte, étant une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, dans la campagne, et au bord de l'Allier, donc la fameuse rivière qui a une très bonne qualité d'eau pour faire du bon papier fiduciaire, et puis l'imprimerie de Chamalières qui était construite en fait à l'époque à la campagne, pas très loin de Clermont, et maintenant elle est en pleine ville. La ville de Clermont s'étant étendue. Cette imprimerie a vécu, si je puis dire. On est dans un bâtiment qui était aux normes de l'époque en termes industriels, mais qui n'est plus du tout adapté à une activité industrielle productive. Et donc nous avons décidé
Le Conseil général de la Banque de France a décidé, il y a peu de temps, hein, il y a quelques mois, de déménager à côté de la papeterie l'imprimerie de billets. Et donc c'est ce schéma que vous voyez en bas, enfin ce photomontage, la papeterie sur droite, hein, et le nouveau bâtiment de l'imprimerie, ce sera ce bâtiment sur gauche. Voilà. Alors, dans un monde, et je vais y revenir, où nous entendons volontiers à peu près tout le monde dire, mais le billet de banque, c'est comme à peu près tout ce qui est sur papier, ça va disparaître en faveur du digital et donc de l'ensemble des applications. Il faut quand même mentionner que cette réalité-là doit être très très nuancée pour les billets de banque, parce qu'en réalité, les billets de banque, je vais y revenir, continuent à être demandés assez fortement par les populations, en France comme ailleurs. Alors c'est un paradoxe parce qu'on ne l'utilise plus pour payer le billet de banque, ou très peu, hein, et je vais y revenir. Mais en réalité, en fait, la demande reste forte, et donc ça a justifié la décision en 2024-2025 de construire une nouvelle imprimerie de billets. Hein, donc c'est peut-être un petit paradoxe, mais je vais vous expliquer qu'en réalité, ça n'en est pas un. Alors nous avons 825 salariés en Auvergne, une activité qui est très dynamique, puisqu'elle a été en volume multipliée par 4 sur les 20 dernières années. Hein, donc ça montre bien, là aussi, je vais revenir, que le billet de banque n'est pas en train de disparaître, hein, paradoxalement. Alors, elle est très dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, et ça, on ne l'explique pas beaucoup à l'extérieur, mais on est devenu une activité très exportatrice, puisqu'on a une vingtaine de clients internationaux, donc des États, hein, pour lesquels on fabrique les billets de banque. Et donc, ce sont des États qui n'ont pas eux-mêmes d'imprimerie de billets et qui font confiance à la Banque de France pour fabriquer leurs billets. Et donc, c'est une activité non seulement en expansion, mais qui est aussi rentable pour la Banque de France, ce qui est très important. Et donc, je salue aussi l'excellence de l'ensemble de nos équipes et la performance, d'ailleurs, des deux activités qui ne fait que se renforcer. Alors, dans ce paysage-là, alors là, je vais mettre un petit peu de chiffres hein, dans mes explications, mais je voulais élargir, à la suite de ce panorama historique très, très riche et brillant qu'a fait Mathieu, je voulais élargir le sujet du billet de banque à finalement l'évolution de nos moyens de paiement. On est évidemment aujourd'hui, comme à peu près dans tous les aspects de nos vies, dans une phase de rupture liée à ce qu'on appelle la digitalisation. Hein. Bien entendu, on fait de plus en plus de choses sur ce petit appareil, hein, y compris payer, alors qu'il y a 15 ou 20 ans, on n'imaginait même pas déjà avoir ça en main, et encore moins de payer ou de réserver un billet d'avion. Voilà. Le domaine des paiements est totalement impacté par ce phénomène de digitalisation, numérisation de nos vies. Et donc en réalité, c'est très intéressant de voir qu'après une période d'immense stabilité dans les paiements, de 2 siècles à peu près, hein, où on a vécu sur le XIXe siècle l'envol, comme l'expliquait Mathieu, de l'utilisation des billets, le billet est devenu roi, hein, c'était le moyen de paiement utilisé en volume dans toutes les transactions à plus de 95% hein, des activités économiques. On est passé de cette situation-là, qui s'est prolongée sur le XXe siècle, à une situation de rupture aujourd'hui, avec une évolution extrêmement rapide et une concurrence extrêmement rapide de nouveaux moyens de paiement. Alors, bien entendu, depuis une vingtaine d'années, c'est ce que vous voyez sur le schéma à gauche, les espèces ont été et le sont de plus en plus concurrencées par les cartes bancaires. Les Français sont accros, si je puis me permettre l'expression, aux cartes bancaires. Hein, et on l'est tous d'ailleurs, hein, et notamment en plus avec le paiement sans contact aujourd'hui. Et on voit très bien qu'en volume, vous voyez l'évolution hein, entre 2016 et 2024 de la part des espèces, les barres en noir par rapport aux barres bleues, les paiements par carte ou par application mobile ou le reste. Et on voit très bien que la pente est assez raide, la diminution de l'utilisation des espèces est forte. Ça, c'est en France, mais on voit ce phénomène dans l'ensemble des pays développés, en tout état de cause, mais ça commence aussi à être assez fort dans pas mal de pays émergents. Et ça, c'est dû, bien entendu, à l'appétence de chacun d'entre nous pour le paiement en carte, hein, qui est reconnu avec un son de qualité, instantanéité, efficacité, simplicité, ergonomie. En tout cas, c'est ce qu'on entend. On pourrait aussi donner ces qualités-là, et on les donne aux billets de banque, hein, mais elles sont
cité en premier, bien sûr, pour les paiements digitaux. Et donc, au-delà de ça, on a deux facteurs qui sont très frappants. Le premier, c'est que, notamment avec la crise Covid, l'essor des achats en ligne est devenu considérable. Je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, acheté sur Internet. Et quand on achète sur Internet, on n'achète pas avec des billets. On n'envoie pas les billets de banque par la poste pour payer son achat Internet. Et donc, ça favorise les paiements digitaux. Mais on a aussi un phénomène qui est le moyen de paiement de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise tous plus ou moins notre carte. Certains d'entre nous commençons à digitaliser notre carte bancaire sur notre téléphone portable. Et demain, on n'aura même plus de téléphone portable, de carte bancaire, lapsus, et on paiera directement avec une application de paiement sur notre téléphone portable. Et donc probablement que la carte bancaire va, elle aussi, à un horizon, alors il y a bien sûr une inertie très forte, mais à un horizon de quelques années ou de peut-être une décennie, s'effacer et disparaître. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire des paiements, c'est qu'un jour, on n'aura bien plus besoin de rien du tout pour payer. On aura besoin de notre œil, ou de notre doigt, ou de notre main. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous proposent un moyen de paiement en reconnaissant les veines de la main, par exemple. Chacun d'entre nous avons un réseau veineux différent dans notre main, et ailleurs d'ailleurs aussi, mais qui peut être lu. Et donc demain, si je vais chez un commerçant pour acheter, comme aujourd'hui je peux le faire, ma baguette avec une carte sans contact, demain je peux le faire aussi en posant, même pas en la posant, en approchant ma main d'un lecteur et en validant le paiement avec ma main. Voilà. Donc c'est ça l'avenir des paiements. Et donc vous voyez le chemin considérable qu'on a pu faire entre l'époque où on commençait à imprimer des billets au début du XIXe siècle et peut-être dans 15 ans où on paiera avec son œil ou avec sa main. Voilà. Alors, une fois tout ça étant dit, revenons quand même aux billets, qui restent importants. Alors, le paradoxe des billets dont je parlais tout à l'heure, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les billets de banque, aujourd'hui, ne disparaissent pas. C'est leur fonction transactionnelle qui disparaît. Si on regarde, je donne juste deux chiffres pour comprendre, pour illustrer cette évolution. Si on regarde les émissions nettes de billets en euros, c'est-à-dire ce que les banques centrales de la zone euro ont mis sur le marché depuis le démarrage de l'euro, début des années 2000, donc sur les 25 dernières années, si on compare les émissions nettes en valeur sur les 20 pays de la zone euro entre début des années 2000 et aujourd'hui, 25 ans après, on a multiplié par 4 la valeur des billets en circulation et aussi leur nombre à peu près. En valeur, quand on a remplacé les anciens francs, les anciennes lires, les Deutschmark, on a mis sur le marché européen des pays de la zone euro l'équivalent de 400 milliards d'euros en billets. Aujourd'hui, on est à 1600 milliards de billets qui sont dehors. Voilà, 1600 milliards. Et donc ça veut dire que ce facteur 4, c'est exactement l'opposé d'une disparition. Mais que se passe-t-il? Il se passe en fait que la partie, c'est en rouge, transactionnelle, celle la partie des billets que nous utilisons pour nos achats de la vie quotidienne, est en train de fondre, encore plus d'ailleurs en France que dans la moyenne de la zone euro, et tout le reste, soit circule à l'extérieur de la zone euro, soit est thésaurisé. Et donc en fait, on a une espèce d'évolution de l'ADN des espèces qui ne disparaissent pas, mais qui deviennent en fait des encaisses de précaution, donc de la thésaurisation, même si ça ne rapporte pas intérêt, et qui sont de moins en moins utilisés pour payer, bien sûr, en faveur des moyens de paiement digitaux. Voilà. Alors donc, dans ce panorama-là, et je finis là-dessus, une des grosses questions qu'on se pose, et un des sujets très importants qu'on est en train d'étudier, c'est le fait de savoir si le moment n'est pas venu de transférer le billet de banque dans le monde virtuel, digital. Alors, tout en gardant sa forme physique. Il est hors de question de faire disparaître le billet de banque pour tous les motifs dont j'ai parlé, pour l'appétence dont je parlais en termes de thésaurisation, pour le fait aussi que le billet de banque est absolument indispensable dans tous les scénarios de continuité d'activité pour nos sociétés, pour la bonne et simple raison que le jour où on n'a plus d'électricité, on ne peut plus payer avec sa carte bancaire. Et ce n'est pas un cas d'école. On voit par exemple Mayotte, avec l'ouragan qui s'est abattu sur Mayotte il y a quelques mois.
on a été obligé de distribuer les billets, bien sûr, le plus vite possible pour qu'on puisse acheter à manger. On a ces scénarios-là. Donc le billet ne disparaîtra pas. Mais ceci dit, on est en train de se demander si ça ne ferait pas sens de porter dans le monde digital le billet de banque avec exactement les mêmes qualités, qui n'existent pas dans les moyens de paiement commerciaux que nous utilisons. Et notamment la gratuité, le cours légal. Aujourd'hui, bien sûr, aucun moyen de paiement privé, que ce soit une carte bancaire ou que ce soit un autre moyen de paiement, n'a cours légal, c'est-à-dire obligation d'être accepté par tous les commerçants dans l'ensemble du pays. Le seul moyen de paiement qui est cours légal, et c'est une valeur très importante en soi, c'est le billet de banque. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire l'équivalent dans le monde digital avec ce cours légal un moyen de paiement confidentiel, comme le billet, c'est-à-dire jusqu'à un certain niveau de paiement, assurer la confidentialité totale du paiement. Et ça, c'est aussi une valeur qui est très forte pour les utilisateurs de cash. Utilisable en l'absence de connexion Internet. Aujourd'hui, si on veut payer en carte bancaire, il faut que le terminal soit connecté pour pouvoir enregistrer. Les technologies sont prêtes pour pouvoir faire des paiements, notamment de personne à personne, même si on n'a pas de connexion Internet. Et donc, ça serait l'occasion de rapprocher le plus possible des qualités du billet, son moyen de paiement. Et puis enfin, gratuité, comme le billet. Le billet est le seul moyen de paiement pour les particuliers pour lequel il n'y a pas de cotisation à payer. Et puis, zéro rémunération comme le billet de banque, c'est-à-dire que ce n'est pas un moyen d'épargne, au sens où ça ne rapporte pas d'intérêt. Et donc l'idée, c'est de savoir si dans quelques années, on est en train de travailler là-dessus, la décision n'est pas prise, nous mettrons à disposition au sein de l'Eurosystème, et donc la Banque de France le fera auprès des Français, une application de paiement gratuite qui soit l'équivalent de billet de banque dans le monde digital pour continuer l'aventure du billet. Voilà, je vous remercie.